Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir à vous, chères auditrices et auditeurs, et bienvenue dans votre émission féminine, féministe, humaniste, égalitaire favorite, alias Le Chant des Sirènes, sur les ondes de votre radio locale Westrack. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour la première de l'année, durant laquelle nous partagerons avec vous, fidèles au poste, nos questionnements sur l'actualité, nos découvertes artistiques, littéraires, musicales, coups de cœur, indignation face au monde comme il va pour les femmes. Auditeur ou auditrice attentif, tu as pu noter que la voix de la présentatrice a de nouveau changé. Et oui, le micro passe désormais de main en main et c'est moi, Gabrielle, ce soir, aux commandes, s'il vous plaît. Ce soir, pour fêter le nouvel an, je vous propose un feu d'artifice, rien de moins. Puisque, et tant que la moitié de l'humanité continue à être plus dans l'ombre que l'autre, nous mettrons successivement ce soir un coup de projecteur sur une femme qui compte, à compter, pour nous ou pour l'humanité. Et à force d'allumer la lumière, peut-être, espérons-le, elle finira peut-être par rester allumée. C'est en tout cas le pari que je souhaite prendre pour vous cette année, que je souhaite positive pour la cause de toutes les femmes dans leur diversité. Et pour démarrer l'année, je vous propose une soirée de pride, d'hommage, de fierté, une soirée dédiée à celles qui nous ont marquées, portées, influencées, une soirée de joie. Car c'est en prenant de la place que nous finirons par avoir celle qui nous revient. Et pour en parler, nous recevrons ce soir une artiste, Frix, qui vient nous parler de son livre récemment publié, Je ne serai pas ta muse. Bonsoir Frix. Bonsoir. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et encouragements sur la page Facebook Le Chant des Sirènes et sur le chat en direct de la radio westrack.com. Ces femmes singulières, ce sont d'abord mes consoeurs, mes chères sirènes. Bonsoir à toutes. Coucou. Bonsoir. Hello. Et bonne année. Oui, bonne année. Bonne année. Et voilà. Ça c'est fait. Bonne année à toutes. Malgré la lourdeur du contexte social en France, malgré les incendies en Australie, malgré les inquiétudes sur le sort des femmes, et je vous souhaite de rester heureuses le plus possible. Et comme c'est la première de l'année et qu'il est nécessaire de rester optimiste, plus que jamais optimiste, avez-vous des souhaits, chères sirènes, ou des bonnes résolutions féministes à partager ? Ma première question s'adresse à Aubéry. Bonsoir Aubéry. Bonsoir. Je suis la bonne résolution incarnée, donc On n'en doute pas. Eh ben écoute, moi ma bonne résolution c'est de lire plus. Donc je vais enfin m'atteler aux tonnes de bouquins que j'ai achetés et accumulés ces dernières années. Et voilà, je veux lire au moins un livre féministe par mois. Eh ben, C'est mon une bonne objectif de résolution. cette année. Ok, Bien. merci. Bonsoir Marie. Bonsoir Gabrielle, bonsoir tout le monde. Moi j'ai pas pris de bonne résolution, de résolution tout court parce que voilà, en général ça dure 3 jours et après voilà. Donc non, ce serait juste profiter de chaque instant le plus possible. Et puis si j'ai un souhait, ce serait voilà un peu plus d'humanité dans le monde, un peu plus d'écologie, enfin des souhaits un peu naïfs mais de bon sens. de bon sens, voilà. Je un peux peu rappeler plus, encore et encore. Ouais. Voilà, un peu plus de sagesse si nos gouvernements pouvaient aussi faire des choses pour faire avancer le monde dans une meilleure voie. Oui, il est pas trop tard. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. On est là pour leur rappeler en tout cas. Ouais. Virginie, bonsoir. Bonsoir Gabrielle et tout le monde. Eh bien c'est vrai que moi j'ose pas te faire de grandes résolutions de peur de ne pas les tenir, mais j'aimerais cette année engager quelque chose localement pour la cause des femmes, comme j'ai vu ailleurs, comme on a vu aussi des prémices cette année. L'année dernière, du coup. Oui, l'année dernière, pardon. Donc c'est encore vague, ça se fait à plusieurs, quelque chose d'artistico-ludique, de partage à trouver. Voilà, qui ouvre la parole et qui fait participer un max de personnes. Voilà, je crois que c'est la parole depuis MeToo, moi, qui m'a le plus marqué, cette parole qui s'ouvre et beaucoup de réalités qui se partagent et qui permettent d'avancer. Ok. Voilà, ça serait ma résolution et mon souhait, c'est pour une société plus collaborative, c'est moins de violence, c'est vraiment moins de violence et c'est en lien avec moi je suis plutôt éco-féministe en fait, c'est vraiment ça qui m'anime. Voilà, on met le feu mais virtuel, je sais pas. Très bien, tu nous tiendras au courant sur l'évolution de ce petit projet qui germe en ce moment.
Yes. Et à la réalisation, ce soir, Tiffaine. Salut. Salut, bonsoir. Eh bien, écoute, moi, mon souhait est de toujours pousser toujours plus de boutons. Non, plus sincèrement, oui, c'était une blague nulle, ça va. Non, je pense, j'aimerais voir un peu plus de positivité. C'est-à-dire, j'aimerais moins stresser, me mettre vraiment à la méditation, déstresser plus globalement et continuer à rire et à faire l'amour à tout va. Voilà. C'est une bonne méthode pour le stress. Tout à fait. Bien, eh bien on va passer sans plus attendre à la présentation et à l'interview de Frix qui nous rejoint ce soir. Merci beaucoup Frix pour ta présence. Merci à toi de m'avoir invité, enfin à vous. Pas de quoi. Alors Frix est une jeune artiste, autrice indépendante, elle est passionnée d'histoire de l'art, elle a voulu dire merci d'ailleurs aux femmes peintresses, comme tu les appelles toi-même, et sculptrices qui l'ont inspirée, qui comptent pour elle et pour le monde, sans que le monde leur ait toujours donné la reconnaissance et la notoriété qu'elle mérite. Elle est venue ce soir donc nous parler de ce livre auto-édité, Je ne serai pas ta muse. Tout d'abord, Frix, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, de tes études, de tes premiers projets ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis dans l'auto-édition depuis très longtemps, depuis 2015 à peu près. Oui, c'est ça, 2015-2016, j'ai fait ma première BD. Que j'ai lancé, j'ai lancé le projet un peu comme ça, sans trop y croire. Et le fait est que ça a marché. Et depuis, j'ai jamais arrêté de faire de la bande dessinée. Niveau parcours scolaire, ça a été un peu plus compliqué. J'ai essayé un petit peu les beaux-arts. Après, j'ai atterri à la fac de lettres. Après, j'ai fait la fac à distance. Enfin, j'ai rebondi un peu à gauche, à droite. Mais la seule chose qui est restée constante dans tout ça, c'est que j'ai toujours écrit et j'ai toujours fait des bandes dessinées. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est en toi depuis un bon moment. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. T'as pris des cours de dessin depuis toute petite ou non. Est-ce que ton trait est vraiment très mature malgré ta jeunesse? Merci beaucoup. Moi, j'ai l'impression que j'ai encore de très gros progrès à faire, hein, pour être honnête. Mais niveau dessin, je suis vraiment une autodidacte à 200%. Parce que, alors, j'ai fait 1 an et demi aux Beaux-Arts, mais bon, ceux qui ont fait les Beaux-Arts pourront confirmer que c'est pas là-bas qu'on apprend à dessiner. Tes premiers projets, de quoi s'agissait-il puisque tu as publié déjà plusieurs livres? Oui, j'ai publié 2 bandes dessinées du coup avant celle-là. Alors j'ai fait une première bande dessinée en 2015 qui s'appelait Punk parce que j'étais ado et que je venais de me faire larguer. Donc forcément... Par un punk? Oui, effet. C'est perspicace. Et donc du coup pour moi le choix le plus rationnel et modéré ça a été d'en faire une bande dessinée. Ouais. Et j'avais une idée à côté de ça de thriller un peu qui me trottait en tête depuis un moment, donc j'ai un peu matché tout ça. C'est pas une BD dont je fais beaucoup la promotion parce que c'est quand même une bande dessinée dans laquelle il y a un féminicide. Et à l'époque, j'avais clairement pas la maturité et le recul féministe nécessaire pour aborder le sujet correctement. Donc c'est une bande dessinée que je ne vends plus aujourd'hui. D'accord. Ensuite, alors ça devait être en 2017, j'ai sorti Rose, qui était... donc pareil, un petit peu difficile parce que c'est une bande dessinée qui parle de violence conjugale. Et qui parle pas de violence physique, mais qui parle vraiment de violence psychologique, de manipulation, et de comment peut se créer un climat dans le couple de domination sans qu'on s'en aperçoive, même si les proches autour nous préviennent et même s'il y a des signes d'alerte. Donc c'était une bande dessinée où les fonds avaient été reversés à une association, même si on n'avait pas eu beaucoup, c'était pour la beauté du geste, quoi. Et voilà. Je ne serai pas ta muse. Et donc ce livre, Je ne serai pas ta muse, comment t'es venue l'idée du livre? Mais en fait, j'ai toujours été vraiment très passionnée d'histoire de l'art et c'est quelque chose qui... c'était un peu les seuls cours qui m'intéressaient quand j'ai fait les Beaux-Arts. Et c'est un monde avec lequel j'ai un peu coupé contact en arrêtant ces études-là. Et ce qui me manquait beaucoup, donc en 2019... J'essaye de me repérer dans les années, mais vu qu'on vient de changer, c'est pas très facile. Mais oui, c'est ça. Hein. Début 2019, j'ai eu une période assez difficile à cause de soucis personnels. Et en fait, l'histoire de l'art et me plonger dans la biographie de ces femmes vraiment très fortes,
ça a été pour moi vraiment une source pour aller mieux. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage qu'on en parle aussi peu, parce que ça privait énormément de femmes qui allaient mal de cette source de réconfort-là, qui est de se dire, ces femmes-là, elles ont eu des vies dures, elles ont eu vraiment des vies parfois infernales, et pourtant elles sont grandioses. Très bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer à présent comment est organisé le livre ? On est à la radio, donc essayer de donner des images auditives. Alors, le livre, en gros, c'est une compilation de billets de blog que j'avais publiés gratuitement. Donc, c'est 12 portraits de 12 femmes artistes. Chaque portrait commence par un portrait visuel, ensuite une petite mise en contexte avec une explication du mouvement artistique dans lequel elles s'inscrivent, et un lien vers une de leurs références, ou une référence un peu plus connue que le lecteur qui n'a pas forcément de grandes connaissances en histoire de l'art peut connaître. Et ensuite, on a 4, 5, 6 pages de biographie dans lesquelles j'ai essayé, tant bien que mal, de ne pas les lier à leur mari, leur père, leur frère. Mais c'est très difficile. Compliqué, parce que toutes les sources qu'on trouve les relient à elle. Par exemple, Frida Kahlo, c'est impossible d'en parler sans parler de son mari. Et enfin, à la fin, j'ai tenu à conclure chaque épisode par une petite analyse d'œuvre, parce que je trouve que les femmes artistes, c'est très bien, on commence à les mettre un peu sur le devant de la scène, mais on les met sur le devant de la scène parce que c'est des femmes. Et on oublie un petit peu l'art qu'il y a derrière, et que certaines ont été, au-delà du fait que ce sont des femmes, très très influentes dans le monde de l'art. Tu te revendiques féministe ? Oui, totalement. Et d'où te vient cette conviction et cette envie de lutter ? J'aurais envie de dire parce que je suis une femme. Oui, sans doute, bien sûr. Mais après, si je donne une réponse un peu plus détaillée, je pense que comme beaucoup, à l'adolescence, j'ai commencé à me rendre compte que je vivais des choses qui n'étaient pas forcément normales, comme le harcèlement de rue, comme ce genre de choses. Et que, même si moi, je me sentais pas spécialement fille, la société, elle me voyait comme ça, et elle m'assignait des rôles à cause de ce genre. Et le féminisme, en fait, commençait à lire à lire de la littérature féministe, à m'intéresser à des mouvements sociaux féministes. Ça m'a vraiment mis une claque dans la tête, et ça m'a permis de me dire mais je suis pas seule. Donc à partir de là, j'ai pas arrêté de fréquenter les milieux féministes depuis c'est ça, depuis 5-6 ans. Très bien. Ok. Parmi ces femmes dont tu retraces la vie et l'œuvre, si tu ne devais en choisir une seule, c'est compliqué. Est-ce qu'il y en a une qui te viendrait spontanément à l'esprit ? Dans le livre, forcément ? Non, pas nécessairement, non. Je suis en train de réfléchir, parce que c'est difficile, de choisir. Et pour moi, j'hésite beaucoup entre Niki de Saint-Phal et Marina Abramovic, mais à choisir, je dirais Marina Abramovic, parce que c'est vraiment, elle a tout un travail autour du corps. On est tellement habitué à voir le corps des femmes juste perçu à travers le regard masculin, et elle met un grand coup de pied là-dedans. Elle montre que notre corps, c'est un peu cynique, mais c'est juste un tas de peau et de sang et d'os, et que exactement comme celui des hommes, c'est rien de plus que ça. Et je pense que si je devais en choisir qu'une, ce serait Marina Abramovic. Très bon choix. Très bon choix. Merci. Que va devenir ce projet de livre ? Donc tu es auto-édité, c'est un choix, l'auto-édition ? Oui et non, en fait, ma première bande dessinée a tout simplement été refusée par tous les éditeurs, et puis après, j'ai pas forcément eu le courage de repostuler, on va dire. Et surtout ça, c'était un projet que j'avais un peu l'urgence de créer et de mettre en ligne gratuitement, et ça, en passant par une maison d'édition, ça aurait pas été possible. Mais après, je suis pas spécialement contre le circuit d'édition classique. Il n'y a pas de grand méchant loup là-dedans. Et
voilà. Ok. Non, parce que c'est vrai que justement, je te pose la question, puisque parfois, certaines personnes, certains auteurs décident de s'écarter des circuits traditionnels. Et... Oui, c'est vrai. Voilà. C'est difficile pour les auteurs en ce moment parce que alors la vente de BD en France s'est jamais portée aussi bien, je crois. Mais les auteurs se sont jamais portés aussi mal. Et du coup, c'est vrai que dès que t'as un petit public, surtout aujourd'hui avec Internet, c'est facile de s'en faire un. Pour certains, c'est plus simple, quoi. Et du coup, toi, t'es dans quel réseau, en fait? Comment tu fais? Enfin, tout passe par Internet, Ulule, du coup. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, d'avoir toujours... comme je suis assez peu sociale dans la vraie vie, Internet, pour moi, ça a toujours été un petit peu mon lieu de vie sociale. Et donc, du coup, j'ai une identité sur Internet depuis très, très, très longtemps. Et quand j'ai commencé à faire de la BD, j'avais déjà des gens qui me suivaient. Donc, j'ai vraiment eu un gros coup de bol de ce côté-là. Parce que sinon, clairement, ça aurait pas marché, quoi. Oui, puis j'imagine que les soutiens du coup que tu as pu avoir sur Ulule, ça a dû te remotiver aussi, parce que si les éditeurs... c'est une belle reconnaissance pour que ce soit le public. C'était ça, et puis c'était surtout... moi, ma première bande dessinée, elle s'est vendue à peut-être 30 exemplaires, ma deuxième peut-être à 50. Et là, Je ne serai pas ta muse, c'est la 3e vague d'impression et j'en ai vendu plus de 200. Donc pour moi, c'est une consécration totale, quoi. Eh bien, on vous invite donc à aller on mettra le Ulule, on mettra le lien sur le site. Sur le Ulule de Frix pour vous procurer, pour vous informer sur le projet, pour vous procurer le livre éventuellement. Je vais faire un post pour expliquer comment se le procurer maintenant, parce que c'est un peu compliqué. Ulule, malheureusement, c'est d'un coup, mais après ça n'assure pas une distribution. Oui, effectivement, très bien. Du coup, moi, t'es jeune, mais déjà très talentueuse, et merci. je pense que, j'adore aussi ton propos, etc. Et c'est quoi tes prochains projets? Est-ce que t'as déjà des choses Oui, j'ai déjà. Alors, j'ai plusieurs projets en tête. Déjà, un projet qui est assez personnel, mais j'aimerais essayer l'école de bande dessinée d'Angoulême. Et du coup, j'ai pas mal de projets qui sont un petit peu en stand-by de ça, parce que si jamais je suis prise, mon niveau va augmenter. Et enfin, j'espère. Et donc, du coup, il y a certains projets, je me dis, mais je vais peut-être regretter de m'y attaquer maintenant, alors que j'aurai peut-être un meilleur niveau plus tard. Parmi ces projets, notamment, j'aimerais bien faire un remake de ma première bande dessinée, où justement il y a un féminicide, mais avec cette prise de recul féministe dans l'écriture. J'aimerais beaucoup faire une bande dessinée sur la maladie mentale, parce qu'il s'avère que je suis moi-même malade mentale et je suis en errance diagnostique sur le sujet. Et c'est un sujet très difficile à aborder et très tabou, surtout quand on est une femme, je trouve. Et là, dans l'immédiat, il y aura bientôt un tome 2 de Je ne serai pas ta muse, parce que j'ai plein d'artistes en stock et que l'engouement qu'il y a eu récemment sur le projet m'a pas mal donné envie de remettre le couvert. Super. Et du coup, à chaque fois, c'est vraiment toi qui écris tous les textes, tu digères tout et tu... voilà, c'est ça. Moi, j'avais une autre question aussi. La sélection que tu as fait dans ce tome 1, tu t'es basée sur quoi? C'est tes choix perso, tes envies, tes goûts, je m'étais basée sur mes choix personnels, et puis après, il y a eu 2-3 petits... comment dire? Il y a eu 2-3 petits... Je trouve pas le mot, mais j'ai dû choisir autrement. Par exemple, à un moment donné, j'ai commencé à publier des choses pendant le mois de la Pride, et je me suis dit, tiens, alors c'était un épisode par semaine. Je me suis dit, tiens, je vais faire 3-4 épisodes sur des femmes queer. Il n'y a pas de femmes trans dedans, à mon grand désarroi, tout simplement parce que c'est très dur de trouver des œuvres d'une femme trans qui soient reconnues pour leurs œuvres, et juste parce qu'elles ont été faites, et c'est très dommage. Mon plus gros regret là-dedans, mais c'est un petit peu un choix aussi, c'est que ça manque un petit peu de femmes racisées. Mais j'estime qu'en tant que blanche, c'est pas à moi d'occuper cet espace-là, et j'avais pas les moyens forcément de payer quelqu'un pour m'aider dans la coécriture à ce moment-là. Donc il y a eu tout un travail de sélection à ce niveau-là, mais ça, c'est le critère principal, c'était mes goûts et qu'est-ce qui me fait kiffer, quoi. Ce qui est principal.
Merci infiniment, Frix, pour ton beau travail, pour ta venue. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Merci, Félix. Et puis on va essayer de te suivre aussi du coup. Ouais, faut que tu nous laisses. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Plein de nouveaux achats. Voilà, en perspective, ça va pas t'aider, ça, Uber Eats. Mais oui, parce que vraiment, moi j'ai pas de questions, mais je suis admirative parce que c'est là le projet, il concilie l'esthétique, enfin un travail esthétique, graphique, il y a des recherches sur le fond, il y a un choix éditorial, et puis et puis il y a l'autoproduction aussi. L'autoproduction tu fais aussi, tout toute seule. Oui, et puis en plus de la bio des artistes, il y a un démarrage d'analyse des œuvres. Oui, c'est très donc il y a plein de pédagogique, courants ouais. esthétiques. Donc c'est vraiment riche. C'était un petit peu l'idée en fait. Et puis j'avais vraiment cette idée quand on ouvre le livre. Le livre il s'ouvre sur Artemisia Gentileschi, donc qui fait de la peinture très classique, et il se termine sur Marina Abramovic qui fait des performances, tout le monde sur Internet se fout de sa gueule, quoi. Et elle est, et en fait, j'avais vraiment cette idée d'amener les gens vers, en plus du féminisme, ils avaient aussi cette idée de dire aux gens, mais regardez, dans l'art contemporain, il y a des choses vraiment pas mal qui se font. C'est juste que, malheureusement, il y a un vrai mépris de classe qui vient du milieu artistique actuellement. Mais vous êtes pas trop bête pour le comprendre, et il y a vraiment des choses qui peuvent être touchantes, quoi. Merci encore une fois. Bravo. Bravo. Merci. On va s'écouter un morceau que va nous présenter Marie. Oui, tout à fait. Alors, on va faire un saut dans le passé, en fait, au cœur des années 80, avec le groupe The Heavy, qui nous vient directement d'Angleterre, dans le sud-ouest de l'Angleterre. C'est un groupe, c'est le groupe le plus incendiaire de Grande-Bretagne, qui impose son style aussi classe que sa musique est sexy, funk, soul, hip-hop, rock, dance. Bref, de quoi se trémousser toute l'année. Après 5 albums et une décennie de concerts fiévreux, The Heavy sort un album a sorti un album en 2018 qui s'appelle Sound. C'est un album qui est puissant, nostalgique et plein d'énergie, et donc on écoute tout de suite le morceau Heavy for You. I got taste, I got dust, I got all those things that
êtes dans le chant des sirènes sur Westrack Radio et le thème de ce soir est dédié donc à ces femmes qui nous ont marquées, influencées, portées. Et justement, donc je vais inviter autour de cette table ronde ce soir 3 chroniqueuses qui vont nous parler des femmes qui les ont marquées. Le thème est particulièrement en vogue en ce moment. Si on fait un peu un tour des différents magazines qui sont sortis récemment sur le sujet, je pense particulièrement à Cosette en janvier 2020, qui a consacré son dernier numéro aux femmes qui feront 2020. Le magazine Books également, qui a sorti un magazine sur les femmes singulières à travers l'histoire. Je vous conseille la lecture, c'est vraiment très intéressant. Évidemment, la série des culottées de Pénélope Bagieux, qui va être adaptée en dessin animé en 2020, normalement. Ah ouais, moi non plus, je savais pas. Ouais. On en apprend tous les jours dans Oui, cette émission. Et justement, je voulais vous demander pour démarrer la table ronde, si vous trouviez que c'était une bonne chose, ou bien est-ce qu'il n'y avait pas un risque de lassitude ? C'est peut-être une question un peu... Je me fais l'avocat du diable. Ça veut dire quoi aussi admirer au fond ? Voilà, je pose ces questions un peu dans le désordre. Ça fait beaucoup. Voilà. Que pensez-vous de ce sujet ? C'est bien ou c'est pas assez ? Que pensez-vous de ce sujet des femmes à qui on rend hommage un peu à tire-larigot ? Oui, Tiffaine. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a besoin d'un raz-de-marée pour banaliser les choses. Exactement. Ouais. Voilà. Non, mais je suis assez de cet avis et je pense que ça va être assez... Ouais, moi je pense Fédérateur, on nous a, on a étouffé les femmes depuis des millénaires, donc là c'est important d'avoir des exemples de femmes dans lesquelles on peut se reconnaître, qui donnent de l'espoir, qui nous disent c'est possible, allez-y, faites les choses, croyez en vous et voilà, tout est possible quoi. Et ça je trouve ça très important et je trouve important qu'il y ait maintenant des livres aussi, des magazines qui en parlent. Et il y a même des petits livres pour enfants, j'ai vu aussi, parce qu'il y a tous les hommes qui ont marqué l'histoire, mais il y a aussi maintenant les femmes et je trouve ça très important. Pas trop tard, ouais. Bah, moi je suis j'ai été mitigée, enfin je suis toujours un peu mitigée parce que je considère toujours qu'on parle d'artistes et que je trouve ça un peu restreint de dire une femme artiste, on s'oblige à préciser alors que c'est l'artiste, mais je pense que tant qu'on fera pas ça, enfin faut le faire, faut effectivement un raz-de-marée. Je pense que l'égalité ce sera quand on sera autant saoulé des femmes artistes que des hommes artistes, comme on peut l'être aujourd'hui, parce qu'on n'entend parler que de eux. Donc voilà, faut se raz-de-marée pour banaliser les choses. Et puis le jour où on sera autant saoulé de l'un et de l'autre, je pense que c'est ça l'égalité. Voilà, en effet. Par exemple, Frix, j'ai remarqué que tu utilisais le mot peintresse volontairement. Oui, bah, alors c'est pas un néologisme, c'est un mot qui existait. Alors je sais plus quand est-ce qu'il a été effacé. C'est comme autrice, je crois. Exactement. Par les hommes. Merci l'Académie française. C'est ça. Il a été effacé parce qu'on considérait que c'était sale pour une femme de faire de la peinture. Alors je dis peut-être des bêtises. Là, je parle sans mes sources, mais il me semble que c'était pour ça. Bah oui, c'est bien connu, la peinture c'est attachant. Ouais, mais on sait les détacher, ça va. On va d'abord écouter Aubery. Oui. Bah j'y vais, je me lance. Bon alors, c'est vrai que d'habitude, j'ai absolument aucune foutue idée de ce que je vais pouvoir raconter à l'antenne, quel que soit le thème. J'ai toujours un blocage, un doute intense devant ma poche blanche et le regard perdu dans le vide pendant 15 minutes. Mais aujourd'hui, c'était un peu différent. Quand Gabrielle a annoncé le thème, j'avais 1 milliard d'idées. J'avais plein d'idées parce que j'ai grandi avec Hermione Granger, la sorcière qui avait mon âge, qui était la plus intelligente, la plus débrouillarde, la plus courageuse du groupe. Et n'oubliez pas que sans Hermione, ce mollusque de Harry Potter serait mort au tome 1. Mais j'ai aussi grandi avec Buffy contre les vampires, Charmed, certes qui cadre un peu plus sur le physique des personnages et dont l'histoire est un peu tarte parfois, mais qui présente quand même des femmes indépendantes, fortes et qui n'attendent pas qu'un abruti vienne les libérer puisqu'elles sont déjà libres. J'avais plein d'idées aussi parce que ayant étudié l'histoire de l'art et la littérature, j'ai toujours trouvé ça hyper choquant, l'absence totale d'artistes féminines étudiées. Et encore plus choqué que ça ne choque personne. Dans la Bible de tout étudiant en histoire de l'art, c'est l'histoire de l'art de Ernst Gombrich, on a la joie de découvrir sur 688 pages aucune femme artiste, aucune, zéro, niette, et ça choque personne. Et grâce à ça, j'ai au moins pu découvrir le travail du collectif des Guerilla Girls qui placardaient des affiches dans les années 80 qui disaient « Les femmes doivent-elles être nues pour être exposées au muséum ?» Parce qu'à l'époque, moins de 5% des artistes exposés étaient des femmes, alors que plus de 85% des sujets de ces mêmes œuvres étaient
des femmes à poil, évidemment. Et d'ailleurs, petite breaking news, le Muséum d'art de Baltimore n'achètera en 2020 que des œuvres réalisées par des femmes pour sa collection. Voilà, c'est la good news du jour. Et grâce à ce dégoût de l'histoire de l'art, j'ai très tôt découvert Olympe de Gouges, Artemisia Gentileschi, comme on disait, Elisabeth Vichy-Lebrun, Frida Kahlo, Angelica Kaufmann, Lavinia Fontana, Camille Claudel, Joséphine Baker et tant d'autres. J'avais beaucoup d'idées pour cette chronique parce que grâce à mon idole d'enfance, Hermione Granger, j'ai découvert une adulte passionnante, Emma Watson, qui elle-même m'a fait découvrir d'autres femmes inspirantes et engagées. Malala Yousafzai, qui se bat pour l'éducation des filles au Pakistan, Chimamanda Ngozi Adichie, une autrice nigériane de talent, Avida Baistoum, une top modèle et artiste suédoise qui défile avec ses poils assumés et qui reçoit des menaces de mort pour ça. Et la liste pourrait continuer encore et encore pendant des heures. Et je ne parle même pas des podcasts et des comptes Instagram. Voilà. Donc des femmes inspirantes, je pourrais en citer des centaines si j'avais le temps et un peu plus de mémoire. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de celle qui m'a le plus inspirée et le plus guidée, et c'est ma mère. Et je suis certaine qu'elle n'en a aucune idée. Je suis profondément féministe aujourd'hui, grâce à l'éducation que j'ai reçue. Parce que j'ai été élevée comme une enfant, comme une future adulte, et pas comme une petite fille. Surtout, je suis profondément féministe, grâce au modèle de femme avec lequel j'ai grandi. Ma mère a repris des études après avoir eu un premier enfant très jeune. Elle a changé de travail plusieurs fois pour toujours être épanouie. Je l'ai vue choisir une voie difficile, le théâtre, parce qu'elle y est douée, qu'elle le savait, qu'elle savait qu'elle pouvait y apporter quelque chose. Je l'ai vue mettre en lumière des femmes de l'ombre, de toutes les époques, de toutes les classes sociales dans ses spectacles. Je l'ai vue voyager, se challenger, ne jamais se laisser démonter. Je l'ai vue travailler sans relâche sur des projets et ne laisser personne se mettre en travers. Je l'ai vue tenir tête du haut de son 1m60 à des gros lourds, des abrutis, voire des connards. Je l'ai vue faire preuve de diplomatie, d'empathie, de patience, de beaucoup de patience, mais ne jamais se laisser déborder. Et puis, s'il y avait besoin, elle envoyait chier. Je l'ai vue être une femme, et une femme épanouie avant d'être une mère. Je l'ai surtout vue me soutenir dans tout ce que j'entreprenais, que ce soit étudier des trucs qui font pas très bien sur le CV, partir seule à l'autre bout du monde, ou changer de voie plus ou moins 3 fois, parce que tout me plaît et que rien ne me satisfait. Elle m'a appris à me satisfaire du meilleur, et à ne jamais m'en excuser. Elle m'a appris à ne rendre compte à personne, elle m'a inculqué que personne n'a le droit de me rendre malheureuse, et de m'empêcher de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est quand même une sacrée base dans la vie, je peux vous l'assurer. Donc toutes les femmes que j'ai citées sont des sources d'inspiration qui font partie de ma culture féministe, que je découvre et je redécouvre chaque jour un peu plus. Mais je peux affirmer que ma mère est le modèle qui, sans le savoir, m'a forgé et m'a permis de trouver ça anormal, de devoir encore faire en 2020 des émissions féministes parce qu'on a encore trop de choses à changer dans nos sociétés. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci pour l'émotion que tu as mise dans cette chronique. Merci Aubry. C'est mon habitude. Ça y est, voilà. On pleure toutes, là. Ouais. Voilà, il en fallait un petit peu. Oui, merci beaucoup, Aubry. Avec plaisir. On va écouter à présent Virginie. On va continuer le tour de notre table. Oh, mais volontiers. Alors, c'est pas du tout le même style. C'est beaucoup plus foutraque. Effectivement, comme Aubry, moi, je me suis interrogée sur ce qu'était pour moi une femme singulière ou les femmes singulières, et j'ai pensé, je me suis dit, tiens, aux méchantes des contes de fées. Je me suis dit, mais qui elles sont la belle-mère de Blanche-Neige, Cruella, et j'ai découvert Maléfique aussi, donc qui est aussi la fée Carabosse. Et je me suis arrêtée un peu, mais finalement, alors c'est en évolution. Disney fait des efforts et travaille de plus en plus des personnages féminins forts, autonomes, qui ont des qualités inspirantes justement, mais celles que j'ai citées là précédemment, elles sont quand même victimes de l'image qu'elles veulent donner, soit posséder des fourrures en dalmatien, être la seule femme la plus belle. Puis on connaît rarement leur vie aussi, c'est méchante. Effectivement, mais il n'y a pas tellement de sororité, par exemple, parce que bon, la belle-mère qui veut tuer sa belle-fille, voilà, ça, c'est pas tellement généreux. Bien.
Alors, je suis pas restée sur ces femmes-là, même si, donc, Maléfique, c'est quand même celle qui m'a la plus intéressée parce que elle est victime. Elle a été bafouée par un homme qui lui a confisqué son enfant, l'a mutilée, apparemment. J'ai pas vu le film, hein, donc j'ai lu des résumés et elle se bat contre son intégrité et contre aussi son identité. Apparemment, c'est comme ça se joue, donc c'est un profil intéressant. Mais j'ai voulu vraiment parler d'une femme singulière qui m'inspire et dont je découvre l'œuvre. Alors là, je vais vraiment changer du tout au tout. C'est une contemporaine. Une artiste qui s'appelle Virginie aussi. Roulement de tambour. Qui est cette contemporaine? Alors, ce que je vous lis un petit extrait qui va peut-être vous dire tout. C'est comme ça, moi, que je l'ai connue, en fait. J'ai entendu l'introduction d'un de ses premiers essais. Ainsi, donc, cette Virginie nous dit qu'elle écrit de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là. Pour que les choses soient claires, je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre, je n'échangerai ma place contre aucune autre parce que être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Voilà. Et donc, je découvre aujourd'hui l'œuvre entière de Virginie Despentes. Enfin, il y a quand même pléthore. Ouais, il y a de quoi faire. Parce que moi, je la connaissais par des petites choses. Elle m'intimidait. En fait, cet univers-là, moi, ça m'a intimidée. King Kong Theory, là, dont c'est l'extrait, c'était complètement différent de mon univers. Comme je l'ai dit, voilà, j'avais du mal à l'aborder de front. Donc, je regardais de loin des articles qu'elle publiait, ses références, son discours, un discours politique, en fait, un discours différent qui a forgé ma culture féministe. Et voilà pour pour ce début. En creusant, on voit qu'elle a écrit aussi des romans qui racontent ses expériences, sa réalité qui est en progression. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une artiste accomplie parce que elle renonce pas, elle a pas cette complaisance, je trouve, de se complaire dans son expérience personnelle. Elle renonce pas à la littérature, par exemple, qui est sa première passion. Elle se met toujours en danger aussi dans de nouveaux projets. Exactement. Et moi, je me dis, peut-être de plus en plus, elle va sur le devant de la scène, puisque après avoir écrit, elle écrit toujours, elle écrit plusieurs types d'œuvres, en fait, entre romans, des nouvelles. Elle a traduit aussi d'autres artistes, hommes ou femmes, qu'elle admire au fil des temps. Elle a réalisé plusieurs films. Elle a joué un peu à la comédie. Et puis, aujourd'hui, moi, je l'ai vue, c'était l'an passé, dans une formule avec de la musique aussi, en compagnie de Béatrice Dalle. Tout à fait, ouais. Voilà, et je pense que c'était vraiment très, très intéressant. Des mix-up aussi avec un auteur qu'elle apprécie, Pasolini, et puis aussi de ses pièces. Et donc là, il y a une autre création. Donc, il y a eu quelques tournées. Il y a une autre création qui se fait au Centre dramatique de Normandie là cette année. Donc là, c'est carrément aussi avec une mise en scène. Ça s'appelle Viril. Voilà, donc voici pas un premier portrait, mais j'avoue que j'ai pas prévu une grosse analyse d'œuvre parce que c'est tout récent. Non, Mais peut-être que ça vous résonne aussi si vous connaissez cette autrice, auteure. Quels sont les premiers ouvrages que vous avez pu lire? Moi, c'était King Kong Theory aussi, qui en reste 2006. un classique quand même. Eh bien, moi, c'est celui qui reste encore sur la liste parce que je les ai tous. Et en fait, mon préféré, c'est le premier que j'ai lu. Moi, c'est Baise-moi.
Ah, Vraiment, il est... c'est mon préféré. C'est son premier. C'est qu'elle a Il est écrit emballé et- quelque part sur mon étagère. Et à toutes les personnes, je conseille de lire le livre et de pas regarder le film, vraiment pas. Parce qu'il y a un film qui a été fait, mais c'est complètement un film de cul des années 80. Mais le livre, le livre, je le trouve génial parce que c'est une sorte de Thelma et Louise, mais tellement plus fort, où il y a la vengeance des hommes, enfin sur les hommes plutôt, qui ont ruiné leur vie. Et moi j'aime le côté cru et noir un peu de Virginie Despentes, qui finalement ne cache rien et n'embellit rien. Qui dit juste des réalités de femmes qui sont actuelles et j'en dis pas plus puisque Mais elle dit, Tintin, elle refuse que ça conditionne le reste de sa vie, par exemple les violences qu'elle a pu subir, voilà, Ça, l'adversité. Elle a un refus. Elle se compromet pas non plus dans les adaptations de ses œuvres. Moi, je sais que Virginie Despentes, je l'ai découvert avec Vernon Subutex parce que, alors, je fréquente beaucoup les milieux punk. Et c'est comme ça que je l'ai découverte. C'est comme autrice punk avant d'être autrice féministe. Moi, c'est comme ça, dans cet ordre-là. Et j'ai trouvé qu'elle écrivait le monde de la rue, mais avec des mots d'une justesse incroyable de ce que, moi, de ma position, j'ai pu en voir. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a totalement décrié l'adaptation qui a été faite de sa trilogie sur Canal+, parce qu'elle l'a trouvée trop bourgeoise. Ouais, moi je suis très d'accord avec Frix aussi. Je trouve qu'elle a une écriture qui est crue, humaine et très poétique en fait. Aussi, Elle touche vraiment là Donc où. respect, et moi grave. j'avoue qu'elle m'a bousculée dans un concert et j'étais très très contente. Mais je l'avais contactée pour savoir si on pouvait faire une interview d'elle, mais bon, j'étais tombée sur quelqu'un d'autre en fait. Et ben, finalement, parce que c'est à Rouen, ce dont je parlais au mois de mai, dans l'agenda. Donc au CDN de Rouen, c'est ça? Oui. Carrément, on pourra peut-être essayer On va faire une sortie collective. Parce que Allez, en tout cas, je pense que voilà, si c'est possible. Voilà. Donc moi, elle m'avait bousculée, mais l'amie qui avait un ouvrage d'elle, elle l'a dédicacé. Sympa. Alors, l'amie, elle savait qu'elle allait la voir, donc elle l'avait dans la poche. Mais donc Virginie, respect, voilà. Mais je trouve que Marie, t'as dit un mot très juste. Je trouve que c'est très humain. C'est vraiment humaine. Le mot humaine, je trouve que ça définit énormément ce qu'elle fait. Ouais. Moi, il y a une phrase je crois qui est dans King Kong Theory qui dit, quand tu veux être une femme libre, quand tu veux sortir le soir ou sortir, profiter de ta vie, aller voir des concerts et tout, tu cours le risque de te faire violer à chaque instant quand tu es dans la rue. Oui. Et j'avais trouvé ça très juste en fait pour. Voilà. Bref. Merci. Virginie fait parler d'une Virginie et nous fait parler beaucoup aussi. On va s'écouter à présent un nouveau morceau que Marie va nous présenter. Ouais, tout à fait. Alors, je vais vous parler de Sonita Alizadeh, qui est une jeune rappeuse et militante contre le mariage forcé, qui est née à Herat, en Afghanistan. Donc, elle est âgée maintenant de 24 ans. Elle est issue d'une famille, donc c'est la cadette d'une famille de 7 enfants, une famille traditionnelle afghane. Donc son parcours est semé d'embûches, mais la victoire arrive à la fin. Donc à 10 ans, en fait, elle échappe à son premier mariage forcé. Mais donc elle y échappe, on ne sait pas trop comment. Son père est décédé à ce moment-là et sa famille en fait fuit l'Iran, qui est dirigé par les talibans et qui applique la charia. Donc ils partent en Iran. Et donc elle se retrouve là-bas un peu sans papier, elle est obligée de vendre des babioles dans la rue pour survivre. Et après avoir entendu une chanson d'Eminem, elle se décide à se mettre au rap, quoi. Elle se dit waouh, c'est génial, j'adore le flow, c'est un outil d'expression, voilà, c'est comme ça que je veux raconter mon histoire au monde entier. Et elle commence à essayer de vendre ses textes tant bien que mal, parce que en Iran c'est interdit pour les femmes de chanter. À 14 ans, donc elle croise une réalisatrice iranienne qui s'appelle Roxareh Gaemagani, pardon. Et elle décide donc cette réalisatrice de tourner un documentaire sur elle. Donc pendant le tournage, il y a sa mère, donc du coup Alizadeh, qui arrive à Téhéran pour ramener sa fille au pays parce qu'elle est promise à un mariage en fait, qui doit rapporter $9,000 à la famille. Donc sa mère vient la chercher. Donc la réalisatrice propose à sa mère de lui donner déjà $2,000 pour qu'elle ait le temps de finir ce documentaire sur elle. Et puis donc la mère accepte. Donc elle a le droit de rester 6 mois en plus à Téhéran.
Donc elles en profitent pour tourner un clip qui s'appelle Brides for Sale, donc mariées à vendre. Donc la vidéo fait un carton sur les internets, elle est partagée, etc. Et elle est repérée par une association qui s'appelle Strong Heart, qui est une association à but non lucratif qui travaille sur l'impact des changements sociaux et qui lui propose une bourse d'études pour aller aux États-Unis. Et donc là, elle est juste, ravie de cette proposition. Donc elle part aux États-Unis parce que voilà, elle veut devenir rappeuse. C'est le seul mot qu'elle sait dire en anglais. I'm a rapper. Et voilà, une fois aux États-Unis, elle contacte sa mère, qui évidemment lui raccroche au nez. Et puis au fur et à mesure, voilà, elle envoie de l'argent à sa mère, car elle commence à gagner un peu d'argent là-bas. Et sa mère finalement, accepte sa vie. et voilà, on revient un peu sur cette tradition afghane. Et voilà, du coup maintenant, elle a 24 ans, elle est toujours aux États-Unis. Et je trouve que c'est un sacré parcours pour cette jeune femme. Voilà, donc on va s'écouter un morceau d'elle qui s'appelle United. سلام وطن اوضاعشتن راحته هر روز روبرو شدم با جنگ 24 ساعته ناامید نفس میکشیم زیر سقف جنگ شب و بیدار تا صبح از صدای بنگ بنگ همه شعار میدیم دنبال عدالتیم لالو وضعیت خرابه خود ما ملامتیم مایی که اگه بره وحدت هم جای گپ شد نگه هم مسیر همگی به سمت راست چپ شد همه تقسیم شدیم به گروه های نحیفه که شکست میخوریم با یک باد ضعیفه اینه که وطن شده میدون جنگ های بزرگ و ما هم پرداختیم سر جنگ تاجیک یا تور دیگه خاتمه دیم به بحثای قومگراهی بره وحدت هم پیشنهاد بکنید راهی که اثری نباشه از تنگ و توفنگ خالی از ویرانی و خاطرات تلخ جنگ خاطراتی که یادآورن از وطن جد از زندگی چی فهمیدیم جز هم مهاجرت بین ما و تو از قومیت دیواری است که از هم جدا ساخته ما رو اما راهی است وقتی ما و تو ما همه کنار هم هستیم نمیسازد چیزی ما رو جدا از هم تفکرات نباید دور کرد ما رو از هم راحت بودن ما با هم یعنی استقامت مقاوم متحد یک پرچه برابر از این گروه های کوچک هستیم فراتر اشتو هزار تاجیک و ترکمن به هم نیاز داریم در ساخت فردای وطن مقاوم متحد یک پرچه برابر از این گروه های کوچک هستیم فراتر اشتو هزار تاجیک و ترکمن به هم نیاز داریم در ساخت فردای وطن میشود با هم دوست بود جو خواهر و برادر میشود از جان ساخت پلی معتبر بین ما و تو و کوبیدن مرز و در هم سرود صلح خواند گل دو دست هم آغاز یک روز به دور از راکت و مرمی در گذر به هم بدیم سلام گرمی روز اتحاد روز دوستی همدلی روز شادی ما و تو وطن ملی وطن یعنی می یعنی تو یعنی ما وطن یعنی به یک نماد افغان ها وطن پازی نیست که قطع آتش مایی من وطن جذوب‌تر وقتی شکل با هم متفاوتن پشتو هزار تاجیک و بلوچ و ترکمن به هم نیاز داریم در ساخت فردای وطن به بیرق بالا رنگ سرخ غرور ماست رنگ سیاه ذلیل کردن دشمنا رنگ سبز فردای روشن ماست که پاینده بشه جایی که سرزمین ماست همه متحد پیروزی در کمین ماست متحد همچون یک جسم و جان زنده باشی هم وطن زنده باد افغانستان مقاوم متحد یک پرچه برابر از این گروه های کوچک هستیم فراتر پشتو هزار تاجیک و ترکمن و هم نیاز داریم در ساخت فردای وطن مقاوم متحد یک پرچه برابر از این گروه های کوچک هستیم فراتر پشتو هزار تاجیک و ترکمن و هم نیاز داریم در ساخت فردای وطن Vous êtes bien sur Westrack Radio et nous allons continuer notre table ronde avec Tiffaine cette fois. Bonsoir. Alors, la femme dont je vais parler, c'est la source de mes pires angoisses, comme la source de mon plus grand réconfort. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de lire ce que je vais écrire, ce que j'ai écrit, pardon. C'est un peu décousu. Le portrait que je vais vous dresser fait partie de ma vie entière et l'inspire au quotidien. La femme dont je vais vous parler est aux antipodes du féminisme et c'est bien pour cela qu'elle m'inspire.
Aujourd'hui, en 2020, nous sommes déjà à 4 féminicides recensés. Nous sommes le 6 janvier. La femme dont je vais vous dresser le portrait s'est tue et continue à se taire. Cette femme a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Elle m'a donné cette carapace et, oui, on peut le dire, cette haine un peu pour la race humaine, contre les hommes aussi peut-être. Je ne vais pas vous parler d'un modèle, mais bien de l'inverse. Pourtant, c'est un véritable puits de force. Je ne donnerai pas son nom, ni son âge, même si pour moi, elle est l'essence même des années 80, celle que je retrouve dans les romans de Virginie Despentes. Cette femme a subi les hommes, et les subit encore, sans jamais rien dire. Elle ne l'avouera jamais, pourtant, les faits sont réels. Si à l'époque, Twitter et le hashtag MeToo avaient été lancés pour dénoncer les pères qui abusent de leurs enfants, elle aurait tweeté. Si on avait pu dénoncer les parents qui casaient leurs enfants avec des oncles, on aurait dénoncé. Cassée, sans réelle estime de soi, son corps, elle l'a loué pour quelques soirs. La violence en est devenue un quotidien pour elle. L'abus était si fréquent que c'est même devenu normal. Parfois, une sorte de déclic se faisait, peut-être une envie de se libérer de tout ce mal, un déclic engendrant folie, pure crise d'hystérie, paranoïa, violence et confusion. L'alcool est souvent un exutoire, un brin de bonheur, mais aveugle et fait oublier le mal pour un temps seulement. Cette femme, elle m'a inspiré mon féminisme. Elle me l'a dévoilé quand j'avais 14 ans. Je me souviendrai toujours de ce jour. Il était quoi ? 3-4 heures du matin. Avec son copain, ils avaient bu. Ça va crier, mais ça va, j'avais l'habitude. Puis d'un coup, un bruit sourd. Des hurlements. Elle m'appelle. Je descends, je la vois. Elle ne peut presque plus parler. Il l'a frappée. En réalité, il lui a même cassé la mâchoire. Je lui propose de partir et de ne jamais revenir. Ou d'assumer et d'appeler les flics. Il est parti. J'ai 14 ans, il est 4 heures du matin, elle pleure. J'appelle le SAMU, qui me met en relation avec les pompiers, qui me met en relation avec un médecin, qui me repasse le SAMU, et ping, et pong, et ping, et pong, j'ai 14 ans. On m'annonce que je dois me débrouiller. Je me suis débrouillée. J'ai trouvé une solution, j'ai fait en sorte de l'emmener à l'hôpital. Mais c'est pas normal. Une semaine plus tard, le fameux type qui avait fait ça est de retour sur le canapé à regarder la télé. Ça non plus, c'est pas normal. C'est à partir de là que j'ai commencé à vouloir me battre, à vouloir ouvrir les yeux à toutes ces femmes qui pensent que c'est normal, à vouloir enfermer tous ces hommes qui pensent aussi que c'est normal. Nous sommes le 6 janvier. Les féminicides ont débuté ou ne se sont jamais arrêtés. Le quotidien de la femme dont je vous parle n'a pas bougé. L'homme avec qui elle est a simplement changé. Je le sais, elle est cassée. Beaucoup de femmes le sont, avant de finalement se faire tuer cruellement par leur mari, conjoint, ex-conjoint. Le pire, c'est que, pour la plupart, elles culpabilisent. En tout cas, je le sais qu'elle culpabilise, qu'elle pense que c'est elle qui a un problème. Et je suis lasse de tout ceci. On a changé d'année, mais jamais de combat. Chaque femme peut en influencer une autre, comme modèle ou pas. Merci Tiffany. Merci Tiffany. Merci pour l'honneur et le manifeste que tu as fait pour toutes ces femmes. Ouais. Et merci de donner une voix à celles qui ne la prennent pas aussi. Merci beaucoup. On va passer à un registre peut-être plus léger, si vous voulez bien. Pour terminer l'émission, avant notre agenda, je vais vous poser quelques questions pour rendre hommage aux femmes célèbres. Allez, on change de registre. Quelques femmes célèbres, justement, donc ce sera un quiz. Vous pouvez compter vos points. Je vais poser quelques questions et après vous aurez Qu'est-ce qu'on gagne ma reconnaissance, mon respect éternel. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, pour commencer, savez-vous quelle femme célèbre a donné son nom à un cratère de Vénus ? Est-ce 1. Beyoncé ? Est-ce Joséphine Baker ? Ou est-ce Marie Curie ? Moi, je dirais. Beyoncé. Moi, j'aurais dit Joséphine Elle a Baker. fait Joséphine Baker. Elle fait la pub pour Vénus, mais... Joséphine Baker. Ouais. Effectivement, bien joué. Effectivement, 2 points par-ci par-là. Et c'est totalement improbable, soit dit en passant, mais pourquoi pas. C'est bien Joséphine Baker. Ça m'étonne pas. Quelle femme. Savez-vous à présent qui était Trotula de Salerne ? Était-ce la première femme aviatrice ? Était-ce une chanteuse lyrique ou encore la pionnière de la gynécologie ? Ouais, je dirais la gynécologie.
Vu qu'on sait pas, vu qu'on la connaît pas, ça doit être ça. Elle a un nom qui sonne un peu antique aussi. C'était effectivement la pionnière de la gynécologie. 2 points. Mais de quelle époque pionnière on parle de Antiquité. Ah oui, pionnière. Pionnière quand même. Question numéro 3 qui a dit, c'est assez facile peut-être, mais une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère. Est-ce Frida Kahlo, Niki de Saint-Phal ou Simone de Beauvoir? Peut-être pas si facile. Je sais pas. J'aurais pu toutes le dire. C'est vrai. Ouais. C'est plouf Je plouf. dirais Simone de Beauvoir. Ouais, moi aussi. C'est ça. Oui, bien joué. 2 points pour Frix. Question numéro 8. Quelle révolutionnaire française est l'auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne? Olympe de Gaulle. Voilà, bon, je vous donne même pas les différentes Donne les points, moi j'en ai pas. Fais moite-moite. Mae Carol Jamieson a joué dans un épisode de la série Star Trek. Elle est cependant connue pour une autre raison. Premièrement, est-ce que c'est la première femme noire à avoir voyagé dans l'espace? Est-ce que c'est la première femme à avoir couru le marathon? Est-ce que c'est la première femme à être élue à l'Académie des sciences? Comment elle s'appelle, tu dis? Mae Carol Jamieson. Oh, je dirais première femme. Pourquoi je suis la seule à prendre des risques de passer pour une première femme à être allée dans l'espace? Mais non, ça me paraît bizarre. Bon, je dirais ça. Et oui, Star Trek. Elle était dans Star Trek pour une bonne raison. C'est effectivement la première femme petit clin noire à d'œil. avoir voyagé dans l'espace. Est-ce que les gens le savaient en regardant l'épisode ou vraiment? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a été une figurante. Je sais pas. Dans j'ai pas le l'espace, détail. t'as que des réparateurs de radiateurs et des standardistes. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est basique. Hein. Classique. Avant-dernière question. Fille de paysan est née à Nanterre vers 422. Elle ranima le courage des habitants puis organisa le ravitaillement de la ville quand, en 451, Attila menaça Paris. Est-ce Sainte Marie-Madeleine, Sainte Thérèse ou Sainte Geneviève? Oh, une petite Sainte Geneviève. Geneviève des bois. Et oui, Virginie. Elle a rencontré le loup et tout ça. Et oui, Sainte Geneviève, il y a la montagne Sainte Geneviève maintenant à Paris. Effectivement. Et allez, pour terminer, en 1902, pour la première fois, une femme a reçu le prix Nobel. Il récompense ses travaux en physique. Il s'agit de Irène Joliot-Curie, Marie Curie ou Yvonne Pouzin. Bon, Marie. Ouais, c'est bien sûr Marie Curie, bravo. Oh, ouais. C'est l'école des fans, 10 sur 10 à tout le monde. Les enfants sont merveilleux. Allez, pour terminer, on va passer à l'agenda. Je vais commencer peut-être avec le Festival du Goût des Autres. Quelques dates importantes à retenir. Le Festival du Goût des Autres, en partenariat avec Westrack, aura lieu du 16 au 19 janvier entre la bibliothèque universitaire, la bibliothèque Oscar Niemeyer, la place Perret et le THV. Quelques dates importantes à retenir. Rendez-vous sur le site de l'événement pour avoir le détail. Je n'ai pas le temps de tout citer. J'ai noté dans l'agenda féministe quelques lectures intéressantes, par exemple une lecture musicale de Beloved de Toni Morrison qui nous a quittés le 5 août dernier. Ça aura lieu le 17 janvier. Une lecture musicale d'Aurélia Steiner, Vancouver, de Marguerite Duras par Elsa Lepoivre de la Comédie Française et Carole Beffa au piano. Ça aura lieu à la bibliothèque le 18 janvier à 14h30. Et enfin, une lecture de La Servante écarlate de Margaret Atwood, place Perret, le 19 janvier à 17h par Julie Depardieu. Voilà. Alors moi j'enchaîne rapidement par le vernissage d'une exposition. Donc le vernissage a lieu mercredi prochain, donc le 8 janvier à 19h au Tetris. L'exposition s'appelle Post. C'est une amie à moi qui expose ses photos. Donc elle s'appelle Perrine Flix. Elle fait des photos d'urbex, donc c'est de l'exploration d'endroits désaffectés, abandonnés. Et c'est juste magnifique. Donc je vous invite à venir trinquer avec nous et à découvrir ces superbes photos. Et aussi du 13 janvier au 15 février à la bibliothèque universitaire, il y a une expo qui s'appelle Femmes de sciences. Donc c'est des portraits photographiques de chercheuses et enseignantes de l'université du Havre. Voilà, donc le vernissage c'est le 13 janvier à 19h.
Merci beaucoup. Et on va se quitter. Il est 21h. On va se quitter avec un dernier morceau signé Johanna, qui est une très jeune artiste pop de 20 ans, rennaise, et qui va lancer avec cette chanson un uppercut, alors que c'est une chanson pop. En faisant le choix de prendre la voix de l'agresseur, du violeur, elle instaure un malaise profond sur fond d'instru très légère. Elle montre par l'absurde et la violence l'ineptie du discours qui sous-tend toutes les violences faites aux femmes, et le raffinement de sa musique ne fait que souligner l'horreur des idées évoquées. C'est un point de vue original et surtout nécessaire. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine avec le chant des sirènes sur Westrack. À plus, salut tout le monde. Salut. Une goutte d'eau perle de ma peau à la tienne. Tu dégages une chaleur, une vapeur qui m'enrage. Reste à l'écart de moi. Fais gaffe, ne fais rien contre moi quand je t'embrasse. Je sais pas ce que tu veux, mais je le fais quand même. Moi je te veux, donc fais de même. Regarde, tu l'as bien cherché. Pétasse, j'ai relooké ton beau tarpé. Toute la soirée, tu m'as chauffé. Fallait pas dégager quoi que ce soit qui montrait que tu voulais bien que je te touche avec ma bouche, avec mes mains, et que je louche sur tes seins. Ce que tu veux, je sais, mais je le fais quand même. Moi je te veux, oui, je te veux, donc fais de même. Regarde, tu l'as bien cherché. Pétasse.